Innombrables sont les séries du monde. Non pas que toute fiction narrative soit le produit d'une écriture sérielle, celle-ci a bien sûr ses spécificités, c'est tout l'intérêt du présent cours public et d'une réflexion collective sur ces phénomènes, mais tout simplement parce que dès qu'il y a eu un conteur pour prétendre achever un récit, il y a eu des auditeurs pour lui dire « et ensuite ?» Est-ce qu'il ne s'est rien passé ensuite? Sans quoi il y a fort à parier qu'Ulysse aurait mis moins de 10 ans à regagner Ithaque. Alors je ne remonterai pas aussi loin, mais je soutiendrai volontiers que les fictions sérielles ont des ancêtres plus lointains que le roman feuilleton du XIXe siècle, auquel on les compare souvent et à bon droit. Je soutiendrai que les procédés narratifs par lesquels les scénaristes américains, pour l'essentiel d'aujourd'hui, aliènent nos soirées et nos vies de couple, ont été dès longtemps rodés dans une catégorie bien particulière de fiction, celle qui se publiait par parties séparées, du tout début du XVIIe siècle jusqu'au dernier tiers du XVIIIe siècle, des fictions qui s'écrivaient dans l'ignorance de leur fin pour être livrées au public par tomes successifs. On oublie trop souvent que ce mode de parution périodique par parties séparées a constitué le mode majeur de production, mais aussi de consommation de la fiction pendant tout l'âge classique, des grands romans héroïques et baroques d'Honoré d'Urfé, Gomberville, La Calprenède, Mademoiselle de Scudéry au tout début du XVIIe siècle, jusqu'aux romans mémoires du premier XVIIIe siècle, ceux de Crébillon, Marivaux, Le Sage, Prévost. Et l'on néglige trop que l'extraordinaire promotion dont la fiction à la première personne fait l'objet dès la fin du XVIIe siècle s'est trouvé lié à ce mode de publication périodique qui a décidé en retour d'un mode de composition. Il se trouve en effet que la quasi-totalité des romans mémoires, où s'est élaborée la formule du roman à la première personne, ont été publiés par parties séparées. Ce qui ne va pas sans quelques difficultés et paradoxes, et ce sera mon objet aujourd'hui. Alors je ne traiterai que d'un seul exemple, le Cleveland de Prévost, intitulé « Le philosophe anglais ou Histoire de Monsieur Cleveland, fils naturel de Cromwell », écrite par lui-même et traduite de l'anglais par l'auteur des Mémoires d'un homme de qualité, que vous connaissez, c'est Renoncourt, celui-là même qui introduira Des dans Manon Lescaut. Donc voici pour l'édition ancienne, qui compte à peu près 3000 pages, et pour l'édition moderne, vous avez un commode format, un peu plus d'1 millier de pages, et encore l'éditeur a-t-il oublié d'imprimer la préface, qui est une préface fictionnelle et qui appartient donc au roman, préface signée Renoncourt, justement. Alors, l'ange de l'histoire littéraire est aussi malicieux que le démon de la théorie, de la même façon que le bonsaï de la princesse de Clèves nous cache la forêt des longs romans périodiques de l'âge baroque. De même, l'abbé Prévost n'est-il plus connu aujourd'hui que pour le plus bref de ses romans, une anomalie, l'un de ces rares romans qui ait été publié en une seule livraison. Manon Lescaut, c'est compte 2 parties, mais publié en un seul volume, si vous voulez, en une seule fois. Toute sa production, qui est immense, et pas seulement sa production de fiction, François Rosser a sans doute parlé de l'histoire générale des voyages, relève de l'écriture sérielle, et s'agissant de romans, de cette catégorie des fictions périodiques publiées par épisode, par parties séparées, à intervalles plus ou moins réguliers. Alors je voudrais ce soir retracer les différents moments de la publication de Cleveland, et vous verrez que l'édition de ce roman constitue en elle-même un roman, comme d'ailleurs la vie de Prévost, qui n'est pas loin d'être lui-même un héros de roman, à l'instar de Des, c'est-à-dire bien aimable, mais un peu fripon. Des circonstances de la publication, je tâcherai de déduire les modalités de rédaction de ce très long récit, qui s'écrit continuellement dans l'ignorance de sa fin, et plus largement, les spécificités des fictions périodiques qui présentent, en regard de nos modernes séries télévisées, un peu plus qu'un air de famille. Alors entrons dans l'histoire du texte. Vu de loin, les choses sont simples. Le roman paraît en 2 périodes, 1731 et puis 1738-39. En 31, 4 tomes donnés en deux séries. Et puis, même chose pour, après un intervalle de silence, pour les tomes suivants. Comme vous êtes très attentifs, vous allez me dire, et le tome 5 ?
qui n'apparaît pas ici. Eh bien, justement, tout le problème est là. Alors, pour retracer l'histoire du texte, il faut rentrer un tout petit peu dans la biographie de Prévost, à dater de l'année 1728. Et d'abord savoir que depuis 1721, il a prononcé des vœux de moine bénédictin, tout en menant en parallèle une carrière de romancier avec plusieurs romans, dont, à partir de 1728, les mémoires d'un homme de qualité, un des premiers romans mémoires, ce sont les mémoires de Renoncourt. Il a été ordonné prêtre en 1726, il est en conflit avec ses supérieurs, il demande son transfert dans une branche moins sévère de l'ordre. Cette demande échoue, il défroque, il fait l'objet d'une lettre de cachet, une seule solution, la fuite en Angleterre. En 1729, il est en Angleterre et dans des circonstances mal connues, il entre au service d'un personnage richissime qui s'appelle John Hales, et Lord Maire de Londres, ancien gouverneur de la Banque d'Angleterre, et il est le précepteur du fils, assez âgé déjà, de ce personnage. Il se convertit pour l'occasion à l'anglicanisme, et ensuite il va faire ce que font tous les précepteurs étrangers, et pas seulement dans les romans, il va séduire la fille de la famille, Marie, et les choses vont à ce point que le père doit marier la fille à un autre, et très vite, et négocier le départ de Prévost. Celui-ci se réfugie en Hollande. On est à la fin octobre 1730. La question est de savoir s'il a commencé à rédiger Cleveland à cette date. Cleveland paraîtra en 1731. Et s'il a commencé la rédaction, combien de livres a-t-il rédigé? Et c'est ici qu'il faut rentrer dans le détail de la publication de Cleveland. À la première de ces questions, a-t-il commencé à rédiger Cleveland? La réponse est clairement oui. La préface signée Renoncourt annonce un roman historique anglais qui se déroule à une époque relativement récente pour le lectorat de l'époque. C'est la prise de pouvoir de Cromwell, l'exécution de Charles Ier en 1649, la mort de Cromwell en 1658, la restauration Charles II 1660. Les deux premiers tomes paraîtront d'ailleurs d'abord à Londres, ce qui signifie qu'il y a eu un premier contrat signé par Prévost avec un éditeur anglais, soucieux d'accréditer l'idée de mémoire authentique. Donc la première version est une version anglaise. Prévost a appris l'anglais, mais il a manifestement écrit le roman en français et publié ensuite une traduction. Il y a ensuite des indices internes, il est beaucoup question de pédagogie, de séduction, de préceptorat dans les premiers livres, mais je vous passe le détail. Ce qui est manifeste, c'est que le premier tome au moins est destiné à un public anglais et ne comprend aucune allusion à la France de Louis XIV, mais seulement des allusions à cet épisode de l'histoire anglaise. Alors, qu'a-t-il rédigé exactement au moment où il quitte Londres? C'est beaucoup plus délicat à dire. Est-ce qu'il arrive en Hollande avec une suite déjà rédigée, comme le veulent la plupart des spécialistes? Ce n'est pas si sûr. Voyons la suite des événements. Fin octobre, il arrive donc en Hollande, accompagné par un secrétaire, Gauthier de Fagé, lequel a laissé quelques témoignages. Secrétaire qu'il a recruté à Londres, qu'il payait jusque-là soit sur les émoluments versés par John Hales, soit sur l'avaloir obtenu de l'éditeur anglais. Alors, en décembre 1730, il signe avec un éditeur d'Utrecht, Étienne Néolme, pour un Cleveland achevé en 4 tomes qu'il promet pour le 1er février. On est en décembre 1730. 4 volumes, in 12, de 360 pages, à livrer en un mois. Mais dans le même temps, il signe avec le frère d'Étienne Néolme, Jean Néolme, à Amsterdam, pour la traduction de l'histoire de De Thou en 10 volumes. Donc c'est l'histoire du XVIe siècle et des guerres religieuses, qui est une histoire très favorable aux protestants. En 1731, donc paraissent en avril à Londres et en mai-juin à Utrecht et à Amsterdam, les tomes 1 et 2 de Cleveland. L'éditeur n'a pas eu les 4 tomes promis. Et le roman est loin de laisser pressentir un dénouement, sauf à supposer des retrouvailles entre les deux héros qui ont été convenablement séparés par un malentendu.
On est très loin aussi du programme affiché par la préface, et il est manifeste que Prévost a réorienté son roman en quittant l'Angleterre, et que désormais il destine son roman à un public français et un public acquis à la cause des exilés français et du refuge. Néolme doit attendre jusqu'à la fin du mois d'août pour que les tomes 3 et 4 paraissent, enfin lui soient donnés et qu'il puisse les imprimer. Le livre 7, qui clôt le tome 4, est très court et assez bâclé. Ce roman-là est un roman largement inachevé, mais Prévost a su ménager une nouvelle intrigue au bénéfice d'une suite avec un second personnage féminin qui crée une hésitation dans le cœur du héros. Mais l'essentiel est de remarquer qu'entre-temps, entre mai 1731 et septembre 1731, sont parus les tomes 5 et 6 des Mémoires d'un homme de qualité, qui est une continuation factice puisque les Mémoires de Renoncourt étaient achevées. Alors on explique qu'on a retrouvé des papiers et puis on publie 2 tomes supplémentaires. Et aussi, en mai, le très court roman que constitue Manon Lescaut, qui est donné comme un tome 7 surnuméraire des Mémoires de Renoncourt et qui est manifestement un texte qui n'est pas prévu au contrat. Il y a un deuxième contrat qui s'ajoute à celui signé pour les tomes 5 et 6 des Mémoires d'un homme de qualité. Manifestement, Manon Lescaut n'était pas prévu. Et le texte est arrivé un peu par hasard. Dans Manon Lescaut, je vous rappelle que la seconde partie comporte un voyage en Amérique qui est hâtivement rédigé, très improvisé, et que cet épisode-là a sans doute été rédigé en parallèle des épisodes américains de Cleveland, puisque, comme son nom peut-être le laissait supposer, Cleveland connaîtra un épisode américain. Donc on doit donc penser qu'entre décembre et mai 1731, Prévost a rédigé à la fois 2 tomes des Mémoires d'un homme de qualité, Manon Lescaut, 3 tomes au moins de Cleveland, plus la traduction des premiers tomes de l'Historia de tout. C'est matériellement impossible, et c'est pourquoi les spécialistes inclinent à penser que Prévost arrive en Hollande avec le tome 1 et les 2 premiers tomes en réalité de Cleveland rédigés, mais il y a une autre hypothèse que personne ne se risque à formuler publiquement, c'est que Prévost n'écrit pas seul. Et qu'il a non seulement un secrétaire, mais peut-être quelque chose comme un atelier, quelque chose comme un pool de scénaristes qui rédigent en parallèle certains épisodes et qui parfois, je crains de devoir le penser, les injectent au petit bonheur dans un roman plutôt qu'un autre. Et il n'est pas du tout sûr que l'épisode américain de Manon Lescaut ait d'abord été conçu pour Manon Lescaut, par exemple. Alors on pourrait entrer dans plus de détails sur la facture de certains épisodes, mais dans cette hypothèse, on a un premier Cleveland qui est un roman anglais, mais conçu pour un public anglais, et qui au fond se résume à la préface et au premier livre. En 1730, Prévost commence un nouveau roman, donne une suite inattendue à son premier livre, mais cette fois-ci en destinant le roman à un public français, et d'abord un public de Français exilés. D'où l'allure satirique des premiers séjours de Cleveland en France, à Rouen, qui forme un peu un épisode autonome qui est peut-être sous-traité. En tout cas, la facture du texte là, est celle d'une série de tableaux satiriques, et l'auteur de ce passage s'inspire manifestement du Gil Blas de Santillane de Le Sage. Il y a une seconde intrigue féminine qui est mise en place, qui était manifestement imprévue, et avec une certaine Madame Lalin, et c'est un roman plutôt libertin qui commence à ce moment-là, qui n'a plus rien à voir avec un roman historique anglais. Prévost reprend peut-être la main pour l'entrevue entre son personnage et Charles II, mais non sans problème de couture ou de chronologie, puisque Cleveland est supposé rencontrer Charles II en 1659, et Charles II ignore que Cromwell est mort quelques mois auparavant, ce qui est évidemment un peu curieux. Donc on a un second Cleveland rédigé à la hâte autour de cet épisode français, peut-être à 4 mains, sinon à 6 ou 8, et Prévost hésite entre un roman, il a abandonné le roman historique anglais, il hésite entre un roman d'éducation libertin et un roman d'aventure maritime,
pour lequel il se décide finalement au début du livre 3. Mais tout le passage sur le roman libertin laissera des traces sur la suite. On aura massivement un grand roman d'aventure maritime avec des courses-poursuites, avec des enlèvements, avec des épisodes utopiques à Sainte-Hélène et aux Amériques, l'épisode dit des Abakis, jusqu'à une stase du récit qui a lieu dans l'île de la Havane et un premier dénouement. Alors pour relancer le récit, Prévost très tard dans ce troisième Cleveland, il y a eu le roman anglais, historique anglais, un roman libertin, un roman d'aventure maritime. Il rappelle le personnage féminin que je mentionnais tout à l'heure, qui s'appelle Madame Lalin, pour relancer l'intrigue. Le personnage fera un second séjour en France, et on entre là dans un quatrième Cleveland qui est dominé par la question religieuse, par la figure d'Henriette d'Angleterre. Donc on retrouve quelque chose du roman historique anglais dans ce quatrième Cleveland, et puis une troisième figure féminine qui apparaît, Cécile, dont rien dans ce tome 4 de 1731 ne laissait vraiment prévoir qu'elle est la fille de Cleveland. Donc Cleveland tombera amoureux de sa fille, on l'apprendra en 1738 seulement. On en est là, à la fin du livre 7, alors impossible de résumer Cleveland, j'ai un document que je tiens à votre disposition qui s'appelle « Relire Cleveland en 6 minutes », mais il fait déjà pas mal de pages. Donc, on en est là à la fin du livre 7 qui clôt le tome 4. Cleveland est brouillé avec Fanny, il a été brouillé avec Fanny par des malentendus à plusieurs reprises. Les deux personnages sont sur le point de divorcer, mais ils sont très proches spatialement, géographiquement, ils sont tous les deux en France, donc on devine que le divorce n'aura peut-être pas lieu. Un personnage de méchant fait retour aussi, qui s'appelle Jelin, et qui blesse grièvement Cleveland. C'est tout sauf un dénouement à la fin du tome 4. Alors, reprenons la chronologie. En 1732, Néolne désespère d'avoir la suite de Cleveland. Il harcèle Prévost, tous deux échangent des lettres, ces lettres nous ont été conservées, je dirai tout à l'heure pourquoi, et dans ces lettres, Prévost multiplie les promesses, il jure, la main sur le cœur, d'achever Cleveland à toute allure. On peut faire une feuille, donc une feuille Indus, c'est 24 pages, tous les 4 jours, c'est une affaire à finir en moins de 3 mois. Vous pourrez commencer l'impression lorsqu'il y aura la moitié de fait, donc il livre au fur et à mesure les feuilles, et l'éditeur imprime, et il continue à écrire la suite. En tout cas, c'est ce qu'il promet. Ou en octobre, vous voyez qu'entre janvier et octobre, en réalité, on a d'autres lettres. Délivré enfin de tous les embarras qui m'ont empêché de finir le Cleveland, je vais m'y attacher sans interruption. Je vous enverrai à la fin de chaque semaine ce que j'aurai fait, de sorte que vous n'avez plus à craindre ni trouble ni retardement. J'ai fait la même promesse à M. Didot, un éditeur parisien, histoire de les mettre en concurrence. L'unique chose que j'ai à vous demander, en me mettant sérieusement au travail, c'est de m'avancer 100 florins qui me sont absolument nécessaires. J'ai enfin quitté ma maîtresse. Cette nouvelle vous réjouira peut-être. Donc Prévost lui extorque de l'argent, promet la suite, ne fait rien. Il travaille plutôt à l'Historia, pour le frère de l'éditeur, à Amsterdam. Alors, je reviens à la chronologie. C'est là que se situe un épisode assez rocambolesque. Alors, la légende veut qu'il séduise la femme du libraire et lui fasse un enfant. Riez, on a plusieurs témoignages. Ce qui est plus sûr peut-être, c'est qu'il se lie avec une aventurière nommée Hélène Écart, qu'il appelle Linky, une prostituée, il faut appeler les choses par leur nom, sur lesquelles courent plusieurs légendes. Une de ces légendes veut qu'elle soit suisse, bâloise plus exactement, ce qui aurait entraîné un séjour de Prévost à Bâle. Il se brouille avec son secrétaire, parce que ce secrétaire lui réclame de l'argent pour un ouvrage qu'il lui a fait faire, écrit-il. On ne sait pas lequel, ni dans quelle étendue. Et là, les choses vont très mal pour Prévost. Il est ruiné, il fait faillite, ses biens sont saisis, et il doit fuir en Angleterre. On est en 1733, et là, ses affaires ne s'arrangeront pas vraiment, puisque, faute d'argent, il va faire
La seule idée qui lui vient, c'est d'émettre une fausse lettre de change au nom de son ancien élève, Francis Hales, en contrefaisant sa signature. Il est emprisonné, passible de la peine de mort. La plainte est retirée. Prévost fuit cette fois vers la France et à partir de là, il fait amende honorable. Il cherche la réconciliation avec les bénédictins et il accepte un procès en apostasie et il commence aussitôt un roman jésuite. En 1734, ça sera le doyen de Kilrin. La seule façon de se racheter, ça sera d'écrire un roman favorable aux jésuites. Alors, et Cleveland, pendant ce temps, eh bien, c'est à ce moment-là que Néolme de Guerlas publie sa correspondance avec Prévost, ce qui est rarissime, mais c'est comme ça qu'on a les lettres échangées entre l'éditeur et le romancier dès 1732. Et il commandite auprès d'un anonyme, un auteur anonyme, un tome 5 et dernier qui paraît fin 1734. Donc c'est un autre que Prévost qui, à la demande de l'éditeur, termine le Cleveland. C'est un tome 5 apocryphe, assez long, 4 livres, 300 pages, imprimé, c'est de bonne guerre, dans le même format que les 4 premiers tomes, et vendu comme la suite de Prévost. L'auteur est anonyme, mais il est manifestement protestant, français protestant, hostile aux jésuites, dont il dénonce l'influence, et plus largement hostile à la monarchie française. C'est un texte satirique, un texte polémique, qu'on va imputer à Prévost, qui aura à se défendre de cette attribution. Et c'est un travail passionnant à étudier, puisque ce continuateur est loin d'être un imbécile, et il tire le meilleur parti des arcs narratifs mis en place dans le tome 4. Il essaie de trouver la suite la plus plausible possible, tout en exploitant les rares éléments donnés dans la préface originale, dont Prévost s'était écarté, mais qui dessinait un programme que le continuateur s'efforce de suivre. Donc Prévost s'est fait voler la suite de son roman, et non seulement c'est une publication apocryphe, mais au fond c'est le dénouement le plausible qui lui est dérobé. Et les choses sont assez habilement faites, avec des personnages secondaires inventés par Prévost, mais qui sont en quelque sorte promus, personnages principaux dans la suite. Et le continuateur arrive à fermer toutes les intrigues ouvertes par Prévost. Si bien que Prévost se trouve privé de la plupart des éléments mis en place pour une possible continuation. Les solutions narratives se trouvent préemptées, ce qui conditionnera le travail de Prévost pour la continuation en 1738-1739. Alors, que retenir de ce parcours difficile à écourter? Pardon, il faut peut-être que je revienne encore un peu. Oui, il me reste quelques éléments. Donc lorsqu'il se remet au travail en 1738-1739, il faudrait que je détaille les circonstances, Prévost va devoir inventer une suite entièrement inédite, puisque un certain nombre de solutions lui ont été dérobées. Si, il faut quand même que je termine l'histoire, pardon. Il se décidera... c'est la parution de ce volume qui va le décider à reprendre la plume dès 1736. Il est alors, pour des raisons qui nous échappent, sous la protection du prince de Conti, qu'il a nommé aumônier, en expliquant à qui voulait l'entendre que, comme Prévost ne disait jamais la messe et que comme lui n'avait pas l'intention de l'entendre, ils allaient pouvoir très bien s'entendre tous les deux, justement. Alors, en 1736, il semble qu'il se remet au travail. Il négocie avec un libraire français pour une conclusion du Cleveland en 3 volumes. Et peut-être le libraire commence-t-il aussitôt l'impression d'un tome 6. Et ça sera un 5e Cleveland qui s'ouvre sur le récit de Fanny, dans une très longue analepse. C'est le personnage féminin absent ou éloigné qui fait retour et qui raconte son histoire. Et ce 5e Cleveland s'achemine assez vite vers la scène de reconnaissance, à la fin du livre 10, qui est très, très court. On est proche d'un second dénouement. Mais Prévost n'a pas de chance. 1737, c'est la proscription des romans par le chancelier d'Aguesseau à la demande des jésuites. Et le roman commencera à paraître seulement en avril 1738.
Et l'année suivante, donc mars 1739, les tomes 7 et 8, les livres 11 à 15. Mais je vous rassure tout de suite, ces livres, au terme du tome 8, donc page 1079 dans l'édition moderne, vous trouvez fin, mais ne vous réjouissez pas trop vite. Le manuscrit de M. Cleveland ne contient que ceux qui se trouvent enfermés dans les 7 volumes dont celui-ci fait la conclusion. C'est dans cet état que c'est Renoncourt qui reprend la parole, que je l'ai reçu du fils de Cleveland, mais les événements de sa vie chrétienne ont été écrits par ses enfants et seront donnés quelques jours au public. Donc on aura une suite hétérodiégétique de la vie de Cleveland par ses enfants, un Cleveland enfin ramené à la religion chrétienne. Alors, que retenir de ce parcours qui est difficile à écourter et à clarifier, peut-être à écouter aussi pour vous, bien que manifestement l'affaire Cleveland est une affaire beaucoup plus complexe que 2 périodes de rédaction, 1731, 1738, 39. On a au moins 5 romans, 5 programmes, 5 esthétiques différentes, conditionnées par les publics visés, anglais, hollandais et protestants ou français exilés, puis français de France, si j'ose dire, pour les tomes 6 à 8. Bref, Cleveland, c'est une succession de saisons, mais c'est aussi un roman qui s'écrit continuellement dans l'ignorance de sa fin et même de sa suite immédiate. Prévost n'a pas de programme narratif, celui de la préface n'est pas suivi au-delà des premières pages, et c'est un roman que les vicissitudes de son auteur et son mode de vie a contraint à changer plusieurs fois d'orientation et de route. Mais c'est aussi ce mode de publication et ce mode de vie au sens où Prévost est obligé de vendre en permanence des tomes successifs et éventuellement à différents éditeurs en les mettant en concurrence, en mentant à tout le monde, en vendant plusieurs fois le manuscrit. Le mode de publication que j'ai détaillé conditionne un mode de rédaction et par lui décide des procédés de composition qui pour certains sont partagés par nos modernes séries télévisées. Il faut partir de 2 faits, tellement pour essayer de penser la spécificité des fictions périodiques, ce que je vais faire maintenant. Il faut partir de 2 faits tellement massifs qu'on a peine à les penser vraiment. Le premier, c'est que la publication par parties séparées, qui a une dimension contractuelle, on l'a vu, signifie que le romancier peut, et même doit, contractuellement, livrer une partie sans en avoir écrit, et même le plus souvent sans en avoir seulement imaginé la suite et la fin. Et le second fait, corollaire, c'est l'interdiction du repentir. La portion de la diégèse est livrée au public, impossible de revenir sur tel ou tel détail. Or, la continuation rendrait parfois indispensable des réglages a posteriori ou de revenir sur les épisodes passés. Alors ne cherchons pas ailleurs les raisons pour lesquelles la presque totalité des fictions périodiques du XVIIIe siècle sont restées inachevées. Inachevés les romans de Marivaux, les romans de Crébillon, de Prévost, de Lesage. Alors ces 2 faits tout simples, l'interdiction du repentir et la possibilité, le fait de livrer à date régulière un épisode sans avoir écrit la suite, entraîne une cascade de conséquences. La première est une aporie assez spectaculaire, sur laquelle je passerai vite parce qu'elle est liée à la forme narrative adoptée, le récit homogénétique à la première personne, et qu'elle est donc assez étrangère aux séries d'aujourd'hui. On a affaire à des romans mémoires, donc à une narration ultérieure qui suppose un narrateur qui connaît le terme de ses aventures, qui écrit depuis un présent de l'écriture qui est présenté comme celui de l'apaisement. Mais ce narrateur parvenu au terme de son existence, il est réputé savoir à tout instant quelle a été la suite immédiate de telle péripétie ou les conséquences de telle ou telle de ses décisions. Le paradoxe est que ce narrateur est statutairement doué d'un savoir supérieur à celui du romancier. Le narrateur devrait connaître une suite que l'auteur n'a pas encore écrite ni imaginée. Ce qui entraîne, dans le détail, quantité de phénomènes, le principal étant la rareté des phénomènes de double registre, c'est-à-dire qu'on entend très rarement le narrateur anticiper sur la suite en commentant l'erreur qu'il a commise comme personnage.
Donc ces phénomènes que Jean Rousset nous a appris à identifier comme des phénomènes de double registre, où la voix du narrateur vient doubler parfois, vient juger le personnage qu'il était, sont extrêmement rares dans les romans de la période. Donc, seconde conséquence, la rareté des prolepses authentiques. Les pierres d'attente n'ont pas leur place dans une fiction qui s'écrit dans l'ignorance de sa suite et sa fin, parce que les vrais prolepses lient les mains du romancier. La prolepse, c'est une promesse narrative que le romancier s'oblige à remplir plus tard, mais comme il ne sait pas dans quelles conditions il pourra la remplir, il évite généralement de l'inscrire dans la lettre du texte. Les rares prolepses sont indéterminées. On trouve des formules du type « le destin devait encore m'accabler plus d'une fois », parce qu'il ne mange pas de pain, ou des prolepses, et elles sont plus intéressantes à étudier, de très courte amplitude, et il y a des analyses à produire sur la portée de ces prolepses, et on pourrait dire sur la courbure des arcs narratifs. On peut essayer de déterminer dans ces romans, c'est vrai de chez Prévost, mais c'est vrai aussi chez Marivaux, Crébillon et les autres, comment on pourrait dire, l'amplitude du programme narratif que dont l'auteur dispose au moment où il rédige, et qui généralement ne va pas plus loin qu'une dizaine de pages ou une quinzaine de pages. Il a une idée de l'épisode sur une dizaine de pages, mais pas au-delà de la clôture de cette petite cellule narrative. Et ces programmes narratifs sont très, très courts. Prévost écrivait tout à l'heure qu'il voulait produire une feuille tous les 4 jours, donc 24 pages. Lorsqu'il dit tous les 4 jours, vous pouvez être sûr que c'est plutôt en un jour. Il se fait payer 4 jours, mais il fait ça en un jour. Et que, vraisemblablement, il est capable d'écrire d'un seul jet un épisode d'une quinzaine de nos pages modernes et de 25 pages à peu près du format IN12 de l'époque. Ce sont des petites cellules narratives qui parfois forment un épisode complet ou qui entrent dans l'unité d'un épisode, comme petite unité dans un épisode plus large. Et on peut assez facilement, me semble-t-il, déterminer ces plages de rédaction et la capacité qu'a le romancier d'anticiper sur une suite immédiate, toujours très, très courte. Alors le seul lieu admissible des prolepses authentiques, c'est bien sûr les clausules d'une tomaison, c'est l'argument commercial. Je vous laisse découvrir derrière moi la clausule du tome 4, donc à la fin de l'année 1731, de la première série de publications. Vous pouvez la lire en m'écoutant. Si vous n'étiez pas capable de faire deux choses à la fois, vous ne seriez pas là ce soir. La troisième conséquence, c'est ce que j'appellerais l'économie des possibles narratifs, qui consiste pour le romancier à faire avancer le récit tout en évitant, paradoxalement, ou en différant les décisions qui engageraient le programme dans une direction trop déterminée. Il faut à tout instant faire des choix, mais il faut faire des choix qui laissent ouvert le plus largement possible l'éventail des continuations admissibles. Il faut éviter de sédimenter le donné narratif. On le voit évidemment sur la question du mariage. Un personnage célibataire, c'est beaucoup mieux qu'un personnage marié. Donc le mariage, il faut évidemment le différer par tous les moyens possibles. Il faut éviter de sédimenter le donné narratif en ménageant toujours la possibilité d'annuler tel ou tel événement s'il devait par trop hypothéquer la suite. Alors un exemple dans l'éducation donnée à Cleveland par sa mère, elle me fit ajouter à l'étude de l'anglais celle de la langue française, comme si elle eût prévu que mon étoile ne me destinait point à une vie tranquille. On mesure dans des phrases comme celle-ci la prudence et l'indécision du romancier. Est-ce que c'est un effet d'annonce? À sa façon, oui, mais dans le flou, en s'abstenant de toute prolepse marquée. Le narrateur qui écrit à la fin de sa vie sait parfaitement de quelle utilité lui a été le français. Mais vous voyez que Prévost évite de l'écrire parce qu'il faudrait dire dans une véritable annonce à quel moment il a eu besoin du français, combien de temps il a séjourné en France, etc. Et Prévost ne le sait pas à ce moment-là, page 45 du livre 1. Donc le français comme langue internationale, toujours utile si on doit voyager, mais évitons d'en préciser par avance l'emploi. Quatrième phénomène qui participe largement de cette économie des possibles narratifs, et là c'est un phénomène plus typique de Prévost et de quelques autres romanciers du XVIIIe siècle, c'est l'inscription dans la lettre du récit des hésitations du romancier par délégation aux personnages des alternatives narratives.
en se réservant de les trancher plus loin. La suite en décidera. Un exemple que j'espère efficace, après une entrevue très orageuse avec Cromwell, Élisabeth, donc, qui a été la maîtresse de Cromwell, a voulu présenter Cleveland le fils à son père naturel. Cromwell les a chassés. Ils ont été suivis dans la rue par Fairfax, un conseiller de Cromwell, qui les a arrêtés. La mère de Cleveland a pu raconter son histoire. Il écouta attentivement Élisabeth, et soit par compassion, soit par quelque vue politique qui regarda l'intérêt de son maître, il lui promit de s'employer avec tant de zèle que nos affaires pourraient recevoir un heureux changement. Le narrateur serait tout à fait capable de trancher. Il sait bien qui est Fairfax et qu'est-ce qu'il a fait par la suite, mais très curieusement, on trouve inscrit dans la lettre du texte l'alternative dans laquelle se trouve le romancier. Fairfax sera-t-il un adjuvant, sera-t-il un opposant de la mère et du fils? La décision n'est pas prise, et avec des phrases comme celle-ci, on a un peu l'impression d'être dans l'atelier du romancier et d'avoir sous les yeux les brouillons de Prévost. Prévost laisse des traces de ses hésitations. Et il arrive bien souvent que le romancier délègue à l'un de ses personnages la projection d'une large pan du programme narratif, presque toujours sous la forme d'une disjonction. Ici, au début du tome 2, on est dans un second séjour à Rouen. Cleveland a été brouillé avec celle qu'il aime, Fanny, et qu'il s'apprêtait à épouser, par les manigances de son grand-père, qui a laissé entendre à la jeune fille que Cleveland avait signé une promesse de mariage à une veuve française nommée Madame Lalin. Fanny, désespérée, a pris la mer avec son père Axminster, qui a un rôle politique à jouer. Alors, au lieu de rester en France près de Cleveland, elle a préféré suivre son père. Et Cleveland veut se lancer à sa poursuite. Et ici intervient quelque chose de très troublant, c'est que Madame Lalin prétend le suivre. Et elle a cet argument pour convaincre Cleveland de l'embarquer avec lui, alors qu'il s'agit de partir à la recherche de Fanny, laquelle croit Cleveland amoureux de Madame Lalin. Si je réussis, dit-elle, par ma tendresse et par mes soins à vous rendre plus sensible, je trouverai mon bonheur à vous avoir suivi et vous m'accorderez ailleurs la qualité que vous me refusez ici. Vous m'épouserez. Si vous vous opiniâtrez dans votre constance pour la fille Axminster, Fanny, je vous accompagnerai du moins jusqu'auprès d'elle, j'y rendrai témoignage de votre innocence. Voilà deux scénarios, à mon avis aussi catastrophiques l'un que l'autre, ou en tout cas, Cleveland, on se demande pourquoi il accepte. Et se met lui-même dans la situation. Mais vous voyez comment c'est le personnage ici qui dessine deux programmes narratifs entre lesquels Prévost ne veut pas trancher ici pour mieux préserver les possibles. Et on aperçoit au passage que les fictions périodiques à la première personne ne peuvent être constitutivement que des romans de la mauvaise foi, puisque les hésitations du romancier vont être très régulièrement reportées sur le narrateur, ou vont régulièrement entraîner des questions sur le narrateur, et que se développe dans ses marges une fiction de l'énonciation et d'une narration profondément suspecte. Le cinquième phénomène vous est plus familier, donc je ne vais pas le détailler. Ce sont les phénomènes de liquidation au terme d'une série d'épisodes au profit d'un complet renouvellement de l'espace et du personnel romanesque. Cleveland change régulièrement de continent ou d'île, en liquidant en quelque sorte, ou en laissant derrière lui tout le passé narratif. Et symétriquement, on peut envelopper sous ce même cinquième phénomène la possibilité pour les personnages écartés de faire retour, selon une loi constante que tout corps qui n'a pas été sérieusement autopsié est toujours susceptible de ressusciter. Ce qui a valu au Cleveland ce jugement de Diderot dans Jacques le Fataliste, et malheureusement c'est surtout par là qu'on connaît Cleveland. Si j'avais été un faiseur de romans, Jacques se serait vu, ou vous auriez vu Jacques, au moment d'être arraché de son lit, jeté dans un grand chemin ou dans une fondrière. Pourquoi pas tuer? Tuer, non. J'aurais bien su appeler quelqu'un à son secours. Ce quelqu'un aurait été un soldat de sa compagnie, mais cela aurait pué le Cleveland à infecter. La vérité, la vérité. Donc Cleveland, c'est le roman dont Diderot a besoin pour Jacques le Fataliste et pour dénoncer l'arbitraire du récit ou jouer avec lui. Je vous laisse apprécier en contrepoint l'aveu de Rousseau, la lecture des malheurs imaginaires de Cleveland, faite avec fureur et souvent interrompue, m'a fait faire, je crois, plus de mauvais sang que les miens. Mais ça, c'était avant 1761.
Après, les choses se gâtent. Alors, sixième et dernier phénomène, ça sera le dernier pour ce soir, je vous rassure, c'est aussi le plus complexe, c'est la paralypse. Alors, la paralypse mériterait une longue définition, il y en a deux chez Gérard Genette, et je les ai récemment commentés dans un article qui est paru dans le numéro d'hommage à Gérard Genette, le numéro 185 de la revue Poétique. Avec vous, je peux aller plus vite. La paralypse, qu'est-ce que c'est? La sœur de Buffy. Dans Buffy et les vampires, elle se passe de sœur jusqu'à un épisode où on apprend qu'elle a une sœur qui arrive comme un cheveu sur la soupe. Rien n'a été fait pour annoncer l'arrivée de cette sœur qui est inventée en quelque sorte après coup. Donc c'est la promotion, c'est-à-dire l'invention dans le passé de la diégèse d'un élément ou d'un personnage dont il n'a pas été fait mention. Alors dans les romans à la première personne, c'est toujours une formule qui tend à celle-ci « j'aurais dû dire plus tôt ». Alors si le narrateur ne l'a pas dit plus tôt, c'est qu'en réalité le romancier n'y a pas pensé au moment voulu. Le romancier n'a pas pu introduire cet élément, tout simplement parce qu'il ne savait pas en avoir besoin et qu'il ne s'avise qu'après coup de quoi la suite qu'il s'apprête à écrire avait besoin. Alors des phénomènes de ce type-là, on en a énormément dans nos romans et dans les fictions à la première personne, y compris dans la recherche du temps perdu. C'est un procédé récurrent dans les tomes 6 à 8, où Prévost est obligé de réorienter son intrigue, et donc il va chercher des éléments dans le passé qu'il reconfigure pour servir de point d'appui à l'arc narratif qui porte la continuation. Mais déjà dans les premiers tomes, le grand-père de Cleveland est à peine mentionné dans le premier épisode rouennais, qui se passe à Rouen, donc au livre 2, et au livre 3, ce personnage s'avère être un personnage maléfique, ce que rien ne laissait prévoir jusque-là, et c'est lui qui va faire les premiers malheurs, ou créer le premier malentendu qui sépare Cleveland de Fanny. Même chose pour la principale figure de méchant, je vais bientôt passer le témoin à François Jost, le personnage qui s'appelle Gelin, qui est un personnage tout à fait secondaire lorsqu'il est introduit dans une histoire enchâssée. Le demi-frère de Cleveland qui s'appelle Bridge fait l'histoire de sa vie et il a un comparse qui s'appelle Gelin et qui est plutôt un adjuvant dans ses aventures. Et bien ce Gelin va devenir à la fin du livre 5, le rival secret et le principal instrument du malheur de Cleveland. Alors tous ces procédés mériteraient d'être détaillés. On les retrouve dans toutes les fictions périodiques du XVIIIe siècle. Il y a une grammaire du récit sériel qui s'élabore tout au long du XVIIIe siècle, avec une spécificité. On a affaire à des récits à la première personne, et cette spécificité fait que les phénomènes peuvent parfois être fictionnalisés eux-mêmes, c'est-à-dire rapportés en partie au narrateur plutôt qu'à l'auteur, en amenant une spéculation du lecteur sur ce que le narrateur dissimule ou les points sur lesquels il ment. Donc il y a cette dimension-là, ces fictions périodiques sont des fictions sérielles, mais ce sont aussi des fictions de l'énonciation. Les premiers romans à la première personne sont des romans de la mauvaise foi, soit des romans trompeurs, le narrateur n'est pas fiable, vous voyez des grilleux, soit des romans de l'aveuglement sur soi, le narrateur se trompe sur les mobiles qui l'ont fait agir, et on trouve aussi dans cette littérature du XVIIIe siècle ce que René Desmoris, que cette question a beaucoup intéressé, appelait Freud avant Freud, ou une psychanalyse ou un inconscient avant la psychanalyse. Voilà, je vous remercie de votre patience.